À la une ce soir, mal-être dénoncé au sein du parc naturel de Martinique. Un mouvement de grève a commencé depuis mercredi dernier au sein de la collectivité. Les grévistes parlent du harcèlement moral qui aurait commencé depuis 2 ans. Un homme qui se fait violenter par un adolescent en plein centre-ville de Fort-de-France. La scène fait le buzz sur les réseaux sociaux. Une violence qui semble se banaliser aujourd'hui en Martinique. Filtrer l'eau de façon écolo, c'est le pari réussi par une station du Diamant qui utilise des végétaux pour traiter l'eau. Le projet a été présenté ce matin aux professionnels de l'assainissement et aux élus pour démocratiser le concept. Et puis, les vols commerciaux ont repris depuis la semaine dernière à Saint-Martin. Les professionnels du tourisme n'en sont tout de même pas rassurés. Aucun bâtiment n'est prêt à accueillir de clients. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Nous commençons tout de suite avec ce mal-être qui semble régner au sein du parc naturel de Martinique. Une partie du personnel de la structure est en grève depuis mercredi dernier pour dénoncer les mauvaises méthodes de management. La situation se serait aggravée depuis 2 ans et les grévistes parlent aujourd'hui de harcèlement moral, de non-respect des individus et de conditions de travail déplorables. Par peur des représailles, c'est à visage caché que les agents ont accepté de se confier. Reportage de Céline Chalonneau. Il y a ceux qui garderont le silence par peur des représailles. Eux veulent dénoncer leur souffrance professionnelle. C'est vrai qu'on a beaucoup de menaces à ce niveau. Si on ne va pas dans le sens du président, on est tout de suite mis à l'écart et les contrats ne sont pas renouvelés. On nous a fait signer des feuilles de non-grévistes, de présence de non-grévistes. Donc effectivement, moi je l'ai signé le premier jour sous la pression et la menace de 2 agents qui sont venus nous faire signer ces feuilles. Il nous affirme que le mal-être est général. Dans son service, les absences se multiplient, du jamais vu depuis sa prise de poste il y a 4 ans. En fait, 10 agents dans l'équipe, on peut quand même afficher 4 arrêts à répétition pour dépression et voilà. Donc c'est quand même très difficile pour nous de travailler dans ces conditions. Licenciement abusif du directeur général des services, difficultés dans la gestion des ressources humaines, mise en cause des compétences du président, les prestataires extérieurs se seraient également emparés du dossier. Ça fait maintenant 2 ans que tout le monde aujourd'hui salit le parc. Le parc est vu vraiment comme une structure qui ne paie pas, endetté, qui ment. Donc voilà, c'est l'image qu'on a depuis 2 ans du parc. La colère des agents du PNM gronde depuis de longues semaines. Les grévistes tenteraient de dialoguer avec le responsable du parc sans succès. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est cette espèce de susceptibilité mal placée d'un élu qui est là en principe au service de la population, au service du peuple, et non pas au service de la satisfaction de vaines questions d'orgueil. Louis Boutrin, le président du parc, n'a pas souhaité donner suite à notre demande d'interview. Les agents, quant à eux, sont dans l'attente de rendez-vous avec le président de la CTM dans les jours prochains. Autre mobilisation au sein de la MEP Redoute cette fois-ci. Depuis hier, les étudiants dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, insalubrité des locaux avec un mauvais état du système électrique et des infiltrations d'eau, dysfonctionnement du matériel informatique. De plus, il semblerait que le proviseur de l'établissement soit démissionnaire. Voyez les précisions des élèves qui s'expriment également à visage caché face à la caméra de Céline Chalonneau. Nous sommes rentrés en septembre. Et qu'en septembre, on n'a pas vraiment vu un nettoyage de cet établissement. Nous sommes arrivés dans des lieux vraiment insalubres, pas utilisables en fait. Du point de vue de sécurité, il y a beaucoup de points à voir. Par exemple, l'infiltration d'eau au niveau des prises électriques, c'est très risqué. À certains cours, il faut qu'on aille dans d'autres salles pour chercher des chaises ou des tables. Et des autres élèves aussi viennent chercher des tables ou des chaises dans notre salle. Il y a toujours aussi ce manque d'organisation qui fait que non seulement on doit se déplacer pour chercher des tables et des chaises, mais encore pire, on se demande pour trouver une salle pour pouvoir avoir cours. Nous avons eu une réunion avec le CA, c'est-à-dire le conseil d'administration,
Maintenant, ce qu'il en ressort, il n'en ressort rien du tout car nous n'avons toujours pas nos réponses à nos questions. Donc nous sommes toujours dans l'attente. Donc nous restons mobilisés afin d'avoir des réponses claires et précises et concrètes. En bref, la grève des agents municipaux de Schellcher sera reconduite demain. Une réunion a eu lieu aujourd'hui entre une délégation de 6 élus et de 6 représentants du syndicat FO, mais aurait été suspendue par les syndicats qui ont quitté la table des négociations au bout d'1 heure. Une nouvelle rencontre aurait été proposée par les élus, mais refusée par les syndicats. Pour l'heure, la mairie annonce ne pas savoir quelle forme prendra la mobilisation de demain et le syndicat a refusé de répondre à nos questions. Et puis toujours en bref, l'office culturel de Ducos a été liquidé cet après-midi. Si certains salariés et intervenants extérieurs ont pu être replacés, 9 salariés restent sur le carreau. 2 suicides en 24 heures à la prison de Ducos, une loi des séries qui ne s'était jamais vue dans l'établissement pénitentiaire puisque le dernier fait en date avant cela remontait à 2011. Aux alentours de 11 heures, un détenu de 42 ans s'est donné la mort par pendaison. Très tôt ce matin, c'est un autre détenu âgé de 36 ans qui s'était donné la mort. Tous les deux purgeaient une peine de moins d'1 an. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ces drames successifs. Voyez les réactions du délégué syndical FO pénitentiaire Outre-mer qui s'est exprimé ce matin sur le premier suicide face à la caméra de Johan Boulard. Professionnellement, on ne peut rien reprocher à leurs killers personnels qui ont fait leur boulot. Les rondes d'écoute et d'œilleton ont été faites. Simplement savoir que quand un détenu veut passer à l'acte et veut se suicider, on l'a vu pour un détenu célèbre, Pierre-Juste Marny, en 2011. Donc quand un détenu a décidé de mettre fin à ses jours, il met fin à ses jours et il a utilisé l'arme de la pendaison et il s'est aussi coupé les veines. Donc voyez-vous, tout était fait pour qu'il se donne la mort. C'est un détenu qui seul en cellule, qui n'avait aucun signalement particulier, puisque tous les signalements particuliers ont été levés par la commission pluridisciplinaire unique, qui comprend des personnels pénitentiaires, des médecins et personnels socio-éducatifs. Donc depuis le 13 septembre, ce détenu ne présentait aucun risque particulier. Il se pourrait que ce suicide soit lié à des problèmes familiaux. En tout cas, l'enquête judiciaire le démontrera, puisque nous n'avons trouvé aucune lettre, aucun document qui permet de dire aujourd'hui les raisons pour lesquelles ce détenu s'est donné la mort. Un adolescent qui frappe un homme puis le menace avec une arme blanche. C'est la scène surréaliste qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux sociaux. Cela s'est passé à la rue piétonne de Fort-de-France il y a quelques jours. Et la question se pose alors, sommes-nous en sécurité dans le centre-ville de la capitale? Hubert Bornil et Guy Raphaël René ont mené l'enquête. Regardez. Alors ces faits relatés par WhatsApp circulent sur tous les réseaux. Aujourd'hui, chacun s'interroge. Évidemment, dans la rue, beaucoup de questions se posent. On pointe du doigt une certaine jeunesse désœuvrée, des enfants qui se retrouvent là et qui ne savent pas trop quoi faire pour s'affirmer. En fait, c'est un vrai problème de société, d'après ce qu'on nous a dit. La vidéo en question se partage vitesse grand V sur les réseaux et la scène de violence que l'on y découvre ne laisse personne indifférent. Il n'y a personne qui les a arrêtés en fait et je trouve ça vraiment aberrant. On peut rien faire parce que c'est la génération des jeunes d'aujourd'hui maintenant, WhatsApp, sur les réseaux sociaux, tout et tout quoi. T'as en fini à présent. Vraiment, parce que c'est rien qui n'y a à présent. J'ai des enfants et PlayStation, tous les jeux violents vraiment qu'ils commercialisent pour tout le monde, ça fait jouer les jeux. C'est un phénomène de mode. Bon, je ne sais pas qui mode de le suivre là. Nous quand nous arrivons loin, mais bon, c'est pas forcément américain, nous ça arrive d'autres côtés, d'autres pays qui belles. Hein. Mais les parents pas trop cadrer ça, ni internet, ni tout c'est bête ça. Chacun dénonce à sa façon une violence gratuite, qui plus est banalisée. En tout cas, c'est ce à quoi l'on assiste de nos jours, des actes relayés par les réseaux, signe d'un certain malaise. Il y a le mode de vie de oui qui n'est pas bon. Des fois, c'est ça qui les entraîne. Et puis il y a les gons aussi, au lieu de donner un conseil, ils vont les mettre à soit tiens, vends ça,
tiens, mets-toi à vendre ça, tu vas devenir puissant. Tiens, mets-toi à vendre, mets un couteau sur toi, tu seras plus mafia ou bien tu seras plus gangster. La violence pour moi, c'est une des techniques du mécanisme de la défense du moi. Mais en tout cas, c'est le produit d'une souffrance. Les parents ont quelque part démissionné parce que soit eux-mêmes ils sont passés par là et puis ils ont donné l'exemple aux gamins et quand ils n'ont pas été punis, donc ces gamins-là ils se croient eux aussi à leur tour impunissables, donc ils vont dans la violence. Des actes de violence commis par des individus de plus en plus jeunes, le phénomène a véritablement de quoi inquiéter malgré tous les dispositifs mis en place, AMU ou AMS, agents de médiation spécialisés. La rue piétonne, c'est un endroit qui est plus surveillé avec les caméras, tout et tout. Mais là, c'était un dimanche, mais ça n'excuse pas. Mais par rapport à l'effectif que le maire va nous donner, en plus de notre effectif, nous pourrons travailler mieux encore. En tout cas, du côté de la police, tout ce qu'on a pu savoir, c'est que l'enquête progresse. Les policiers cherchent à mettre la main sur l'homme qui a été agressé. En revanche, on a bien compris que du côté de la ville de Fort-de-France, on fait tout pour que le citoyen se sente en sécurité. Il pleut beaucoup depuis hier et cela ne devrait pas s'améliorer dans les prochaines heures. La Martinique est toujours placée en vigilance jaune. Entre 20 et 50 mm d'eau ont été enregistrés aujourd'hui. La RN5 a une nouvelle fois été immergée au niveau de Rivière-Salée. La circulation a fortement été perturbée. Plus d'1 heure et demie pour le trajet Lamentin-Rivière-Salée. Il faudra attendre demain matin pour observer une amélioration. Et puisque nous parlons de pluie, faisons un point sur le projet Attentive. Comprenez assainissement des eaux adaptées au contexte tropical par traitement extensif utilisant des végétaux. Il s'agit d'une innovation qui utilise des végétaux pour filtrer l'eau. Une station verte a déjà vu le jour au Diamant. Elle a été présentée aux professionnels du secteur ainsi qu'aux élus ce matin. Regardez. On n'aura certainement, malheureusement, jamais les performances du Phragmite australis qu'on a en Europe. Frédéric donne les dernières explications du fonctionnement de la station. Un projet expérimental basé sur un procédé écologique de filtres végétaux. J'ai persisté pour cette plante, mais au bout d'1 an, elle a lâché prise. La méthode a fait ses preuves dans l'Hexagone. Sur ce site, plusieurs essais ont été nécessaires pour trouver la plante adéquate au climat de notre île. On a testé plusieurs plantes et en réalité, les deux qui répondent à notre besoin, c'est le faux papyrus qu'on voit là, le faux papyrus local, et puis l'héliconia qui est l'oiseau du paradis. Alors l'oiseau du paradis, c'est certainement la meilleure plante, celle qui colonise et qui donne le nombre de plants au mètre carré qui répond à notre besoin. Le procédé est simple, des filtres superposés au-dessus desquels les plantes jouent un rôle de guide. Tout autour de la tige, l'eau va suivre la tige pour s'infiltrer. C'est lors du passage dans les filtres que les eaux sont traitées. Les matériaux utilisés ont été choisis selon des critères bien spécifiques. L'un d'entre eux, la percolation ou l'écoulement de l'eau à travers le filtre. Qui doit avoir une granulométrie bien spécifique pour permettre une bonne percolation. Il ne faut pas de fine dans ce sable et dans tous les autres matériaux parce qu'il n'y a pas qu'un matériau. Depuis 4 ans, une batterie de tests a été réalisée sur 2 sites, ici au Diamant et à la Mansarde au François, et c'est concluant selon l'Office de l'eau. Ce traitement vert présenterait de nombreux avantages. Il n'y a pas à transporter des boues, ça c'est un avantage considérable. Il n'y a pas besoin de système parasismique, parce qu'avec les plantes, que ce soit tremblement de terre, mais cyclone également, enfin bon, on n'a pas les inconvénients des stations classiques. Donc là, nous avons beaucoup d'avantages, et notamment pour le développement durable. Par conséquent, c'est l'objectif aujourd'hui, faire en sorte que se développe toute une filière de ce type. Petit bémol, ces stations écologiques innovantes nécessitent des espaces considérables pour leur implantation. 8000 mètres carrés ont été nécessaires. Le projet aura coûté 1 200 000 €.
Choisis ton agriculture, c'est le nom de la grande enquête lancée par la CTM jusqu'au 30 octobre prochain. Pour en parler, notre invitée politique du mardi soir, qui est la présidente de la commission du développement agricole, agro-transformation et élevage, Nadine Renard. Bonsoir. Bonsoir Sabrina Doré, bonsoir aux téléspectateurs d'ATV. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors, les assises de l'agriculture se font. Alors, les assises de l'agriculture auront lieu en fin d'année, mais pour l'instant, il y a un questionnaire en ligne jusqu'au 30 octobre prochain, un questionnaire qui met environ 10 à 15 minutes à être réalisé. Expliquez-nous l'objectif déjà. Alors en fait, ce questionnaire est en amont des assises. Ce questionnaire a été élaboré de façon à permettre au grand public, qui est avant tout consommateur de notre production agricole, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir donner son avis, faire part de ses propositions, de ses suggestions, de son opinion. Et je pense qu'il était important qu'avant de mener ces assises que nous avons programmées le 5 et 6 décembre, il était important de pouvoir donner la parole à la population et de façon à pouvoir recueillir aussi sa vision de notre agriculture. Et ces éléments nous serviront pour pouvoir avoir, on aura une restitution lors des assises et ces éléments nous serviront pour donner la parole. Ce sera l'occasion puisque les assises seront entre professionnels, acteurs et institutionnels du monde agricole. Et en fait, le questionnaire nous permettra de faire remonter aussi la parole du grand public et des consommateurs lors de ces assises. Est-ce que le questionnaire a déjà du succès? Les Martiniquais y répondent? Ça les intéresse? Alors oui, il y a déjà des réponses. Alors c'est vrai que la communication a commencé très récemment. Donc je pense qu'il nous reste encore un peu de temps pour... Vous attendez combien de réponses par exemple? Alors on espère avoir des milliers de réponses. Et là on en est à? On en est à peu près à 1000 réponses là pour l'instant. Mais en fait, on a commencé très récemment et la communication commence tout juste. Donc, on attend quand même dans les 15 jours qui viennent que les Martiniquais se mobilisent pour pouvoir répondre. Parce que pour nous, c'est important que le citoyen puisse être au cœur des décisions que nous allons et des propositions que nous allons faire lors de ces assises. Puisque nous avons des orientations que nous allons proposer aux acteurs du monde agricole et que dont nous allons débattre avec eux. Donc, c'est une consultation que nous voulons participative. Parce que pour nous, l'objectif, c'est quand même de permettre aux citoyens d'être acteurs aussi du développement de son pays et de pouvoir avoir la parole et pouvoir s'exprimer face aux grandes orientations qui seront prises. Donc, ces assises ont été voulues par le président de la CTM, le président Alfred Marie-Jeanne, qui, en concertation avec le président de la Chambre d'agriculture, avait souhaité que nous puissions mener des assises de l'agriculture au cours de cette année 2017. Alors, justement, une fois le bilan du questionnaire validé, vous l'avez dit, il y aura les assises, ça s'appelle le Matnik Agri, les 5 et 6 décembre prochains au Palais des Congrès de Madiana. Alors, il y a déjà eu les assises du sport, une conférence publique sur l'évolution du modèle économique de la Martinique. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment à quoi ont servi toutes ces grandes réunions. Est-ce qu'on aura un bilan au final? Alors, tout à fait. Tout à fait. Pour nous, ces assises, alors que j'explique un petit peu, le Martinique Agri, c'est un concept en fait que nous avons souhaité mettre en place. L'objectif, c'était de dédier une semaine à l'agriculture martiniquaise. Une semaine pendant laquelle il y aurait ces 2 jours d'assises et ensuite un salon de l'agriculture où les producteurs, les agriculteurs martiniquais pourraient mettre en valeur leur production. Qui a été reporté, et qui a été reporté compte tenu de l'ouragan Maria. Donc en fait, ces assises sont un point de départ. Et c'est un point de départ que, à mon sens, ça sera l'occasion d'échanger entre professionnels du monde agricole, entre institutionnels. Nous avons des propositions à formuler, à partager, à échanger, à débattre avec les professionnels du monde agricole sur les orientations que nous voulons donner à notre agriculture. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu d'assises et les dernières concertations sur dans le monde agricole ont eu lieu lors des événements de 2009. Oui. Il y a eu des états généraux. Ensuite, il y avait eu des assises, mais qui remontent déjà à plusieurs dizaines d'années. Donc aujourd'hui, il était nécessaire de mettre à plat les problématiques du monde agricole qui sont nombreuses, on est aujourd'hui dans un contexte économique difficile, un contexte financier difficile aussi bien pour les collectivités que pour les professionnels du monde agricole. Il est nécessaire de mettre à plat un certain nombre de problématiques et définir ensemble des orientations. Seront mises à plat, parce que c'est un peu le concept des assises où à chaque fois on discute, mais on ne voit pas le résultat. On voit des discussions et puis qu'est-ce qu'on fait Alors, après? l'objectif de ces assises, c'est d'élaborer ensemble, de valider ensemble un plan d'action un plan d'action à court et moyen terme, définir une feuille de route sur une dizaine d'années que nous allons réévaluer puisque notre objectif, c'est de renouveler cet événement Martinique Agri
tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, nous ferons une évaluation du programme d'action qui aura été établi lors de ces assises. Nous verrons où nous en sommes, quels sont les freins, quels sont les points positifs, quelles sont les actions qui ont été menées à terme, quelles sont les actions qu'il faut peut-être repenser. Et nous ferons une évaluation tous les 2 ans de ce plan d'action. Comment les professionnels de l'agriculture voient ce type de réunions, de rencontres? Ils sont demandeurs, puisqu'en fait, comme je vous ai dit, il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu de concertation dans le domaine de l'agriculture. Et je pense qu'il y a un certain nombre de problématiques que nous allons aborder qui sont très diverses, qui peuvent être de l'ordre du foncier, de l'ordre de la production agricole, de l'ordre des aspects financiers. Il y a beaucoup de points aujourd'hui qu'il faut que nous puissions, de difficultés qu'il faut que nous puissions lever, d'orientation. Oui, mais des difficultés que vous voyez. Vous avez besoin de ces assises pour vous en rendre compte? Ah non, il ne s'agit pas de s'en rendre compte, il s'agit de définir ensemble des orientations que nous mettrons en œuvre pour les 10 prochaines années. Donc, de se concerter. On ne peut pas. Alors, certes, nous avons un certain nombre de difficultés que nous constatons, nous avons des propositions, mais nous n'allons pas définir des propositions complètement isolées en étant chambre d'agriculture CTM sans une concertation avec les professionnels et sans une validation collective des orientations que nous allons prendre. Il est important pour nous qu'il y ait une concertation et que ces décisions et ces orientations soient définies de manière collective. Alors, vous l'avez dit, le 3e temps fort était censé être le salon de l'agriculture de Martinique qui a été reporté puisque de nombreux producteurs ne pouvaient pas fournir leur production en raison du passage de l'ouragan Maria. Est-ce qu'il y a déjà une prochaine date qui est définie ou Alors en fait, le salon a été reporté à la demande des producteurs, notamment de la production végétale, puisqu'ils ont été très impactés par l'ouragan Maria. Et ils nous ont demandé de pouvoir reporter de quelques mois le salon, le temps qu'ils remettent sur pied leurs exploitations, et puis le temps aussi qu'eux se refassent un petit peu, parce que le passage de plusieurs événements climatiques successifs les a un petit peu mis à plat et les a considérablement affectés. Donc il était important aussi pour eux de se refaire, de remettre leur exploitation à niveau pour pouvoir proposer une production de qualité et diversifiée pour le prochain salon. Donc on espère le faire dans les 6 premiers mois de l'année 2018. Très bien, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous à suivre dans un instant. Nous irons en Guadeloupe où certaines familles se remettent tout doucement du passage de l'ouragan Maria. Un mois après le sinistre, nous avons pris de leurs nouvelles. Travailler pour plusieurs entreprises à la fois, un système D auquel les salariés ont de plus en plus souvent recours pour s'en sortir. La formule en vogue s'appelle le temps partagé. Et puis, la 27e édition du tournoi international de pêche a commencé aujourd'hui. Des pêcheurs de la Barbade, Grenade et Sainte-Lucie affronteront nos pêcheurs locaux. Direction Saint-Martin, où les vols commerciaux ont repris la semaine dernière à l'aéroport international de Juliana. Une reprise des activités qui ne sera certainement pas synonyme de retour des touristes. La quasi-totalité des établissements d'accueil a été détruite par l'ouragan Irma. Pour les professionnels, la saison est déjà perdue. Voyez ce reportage de Jean-Marc Dabreux et Michelet François. La marina de Lens-Marcel, transformée en cimetière de bateaux par l'ouragan Irma. Chaque jour, des opérations sont menées pour tenter de sauver les embarcations. Nous sommes obligés de les vider pour pouvoir les lever, les poser à terre pour faire une réparation sommaire. Activité touristique primordiale, le nautisme est sinistré. Intact, ce catamaran permet à son propriétaire d'envisager une réouverture dans les prochains jours. J'ai déjà des demandes de charter, des gens qui viennent, même ils savent très bien qu'ils ne vont pas avoir le service qu'ils ont l'habitude d'avoir sur nos îles. L'hôtellerie, un secteur fortement touché. Sur 1500 chambres, 5% ont résisté. Au moins 10 mois de travaux seront nécessaires pour remettre sur pied cet établissement. Avant la saison 2018, il ne faut pas rêver, on ne sera pas ouvert à la clientèle, on ne peut pas accueillir de la clientèle internationale dans des conditions décentes. Les employés occupés au nettoyage sont au chômage partiel, rémunérés à 70% du salaire normal. Il faut planter les fleurs, il faut nettoyer, il faut faire comme ça, toujours du boulot. Toujours du boulot à faire. Mais une fois que la phase de rénovation sera lancée, l'avenir restera incertain. Si il s'avérait que je ne puisse pas travailler à temps plein, que je ferai des formations, parce qu'on a toujours besoin de formation. Comme les hôtels, les restaurants encore debout vivent grâce aux nombreux secouristes présents sur l'île. Sur les terrasses, pas encore de touristes, mais ici, on se dit prêt à les accueillir. Pouvoir recevoir les Américains, la clientèle française qui vient de métropole,
ainsi que les Québécois, les Russes, et nous avions aussi les Italiens. Ça ne nous empêche pas de faire des belles assises. Exactement, au bout d'1 mois. Avec ses plages magnifiques, avec ses hôtels de luxe, Saint-Martin était une destination très prisée dans la Caraïbe. Le secteur touristique représentait la saison dernière 80% de la richesse de l'île. Alors autant dire qu'ici, tout le monde veut se retrousser les manches très rapidement afin d'éviter la catastrophe économique après la catastrophe naturelle. Et en Guadeloupe, c'est l'ouragan Maria qui a fait des ravages le mois dernier. De nombreuses familles avaient tout perdu, notamment au Gosier. Aujourd'hui, les équipes d'ATV Guadeloupe ont rendu visite aux sinistrés pour savoir où ils en étaient. Regardez. Après plus d'1 mois, la réouverture de la route de Rivière-Sens représente un vrai soulagement pour les Vieux-Fortins et tous ceux qui empruntent cette portion de route qui relie Vieux-Fort à Basse-Terre d'un côté et à Trois-Rivières de l'autre. Il était difficile de voir, là, il dit quand c'est hier, il a ouvert, hier matin, tout le monde était content parce que pour faire Vieux-Fort, pour passer par Trois-Rivières, c'est un galère parce que surtout côté but, là, Val-Canard, ça a mis un bouteillage énormément. Pour ça, on galère totalement. Justement, les enfants à l'école ici, bon, c'est petit bon transport commun là, il était un petit peu raide parce que pour aller Basse-Terre, pour faire le tour, ça petit peu raide. Franchement, moi, aller Basse-Terre, il faut dépasser un paquet d'essence. L'ouragan Maria n'a pas ménagé la côte. Les vents violents ont soufflé une grande partie des toits des habitations et fortement abîmé la nature. Les habitants, résilients, attendent patiemment des jours meilleurs. Bon, enfin, les Vieux-Fortins, nous portons manœuvre, nous essayons de déblayer tout ça. Nous tirons un peu de tôle, un peu de bois, surtout bois, tenir l'eau bois aussi. Et après ça, bon, ça faut mettre la main à la pâte, pas une solution. La vie continue. Et puis ça se fait petit à petit. On se fait son nid. Regardez là, la nature, ça reprend. Alors on n'est pas mort, on est vivant, on boit, on a de l'eau de temps en temps. Même dans la vie normale, il y a des problèmes. Alors à plus forte raison après Maria. Mais ça va pour l'instant, ça va. On attend les beaux jours. Il reste encore beaucoup à faire. On a plein de travail derrière. Et est-ce que il y a penser en considération, puisque c'est ça m'entendre, que Vieux-Fort pas classé comme zone catastrophique. Alors s'il n'est pas classé, ça veut dire qu'il est sur classé à ça. Est-ce que ça vaut la peine franchement de reconstruire les, comme on dit, habitats durables? Donc on fait des montables carrément. C'est eux même qui sont assis, oui. Alors il faut que ça unisse. Parce que mieux qu'on fait ça à Nicolas. Parce qu'il était assis, oui. Il a eu un travail, mais oui. Les équipes de techniciens s'activent au quotidien à débarrasser la commune de tous les déchets verts et encombrants qui jonchent encore les rues, à raccorder les habitants à l'électricité et aux autres réseaux. L'ouverture de la route va sans nul doute leur faciliter la tâche. Mais il faut qu'on relève quand il a qu'à relever. Direction la Guyane maintenant avec cette formule de travail de plus en plus en vogue depuis la réduction des contrats aidés. Les salariés travaillent pour plusieurs sociétés à la fois et ce système s'appelle le temps partagé. Il permet d'ajuster les besoins en fonction de l'activité. Plus de 40 000 travailleurs y ont recours en France hexagonale. C'est un reportage de Jonathan Lariot. Hendrik est employé par le club nautique de la ville de Montsinéry. S'occuper du bon entretien du matériel et des animations autour de l'aviron est son lot quotidien. Mais ce n'est là qu'une facette de son emploi, car Hendrik est aussi employé de la mairie de la commune. Il est ce que l'on qualifie d'emploi partagé. 2 employeurs pour un seul et même contrat. En semaine, je m'occupe des agents de la collectivité, donc de la mairie, avec des cours de renforcement, de fitness et tout. Et je fais aussi du périscolaire, donc avec les écoles, les enfants, sur diverses activités nautiques. Et puis les week-ends, c'est le nautique, notre temps fort, donc le vendredi, samedi, dimanche, où je suis sur l'eau, et notamment le mercredi après-midi, puisqu'on a des jeunes aussi les après-midi. Le dispositif de travail à temps partagé consiste pour un salarié à travailler pour plusieurs entreprises en ayant un contrat avec une structure tierce. La démarche est souvent bien accueillie par les entreprises qui ne nécessitent pas forcément l'emploi d'une personne à temps plein. Tout le coût justement du salaire est partagé en fonction des adhérents et des utilisateurs au prorata de l'utilisation justement des adhérents. Par rapport au gel des contrats aidés, par rapport aux diminutions du champ des subventions, justement les acteurs vont être amenés à responsabiliser, à optimiser le temps partagé par rapport au coût. Les micro-porteurs de projets, les micro-employeurs seront amenés justement à se réunir, à se fédérer pour mutualiser leurs moyens, leurs
ressources et le groupement d'employeurs, justement, est un outil à leur disposition. Créé en 2005, ce statut est souvent méconnu des entreprises, mais se fait peu à peu une place dans le milieu entrepreneurial, comme un outil d'économie réel pour les petites entreprises. Il y a aussi, par exemple, l'intérêt de plus en plus important des travailleurs indépendants qui cherchent aussi à mutualiser un petit peu leurs compétences, avoir du temps partagé sur diverses entreprises. Par exemple, un aide comptable qui peut être réparti sur plusieurs structures. Ça répond, là je vous ai parlé des salariés, mais ça répond aussi aux besoins des entreprises qui quelquefois n'ont pas suffisamment les moyens, la disponibilité également du responsable d'entreprise, d'avoir un responsable des ressources humaines, d'avoir un responsable financier, etc., etc. Mais le temps de travail partagé est encore loin d'être une méthode encore bien structurée. Beaucoup de sujets sont encore à traiter pour que le temps de travail soit réellement partagé et non ajouté aux salariés. L'ARACT assure être à l'étude d'une structuration plus adaptée à ce type de contrat. La Martinique, destination idéale pour les vacances. C'est ce message que souhaite faire passer le Club Med aux touristes allemands. L'hôtel Les Boucaniers organise cette semaine un voyage de presse pour sensibiliser les tours opérateurs allemands sur les atouts de notre île. Une opération séduction menée un mois avant le lancement des vols directs de la compagnie Condor au départ de l'Allemagne. Voyez les précisions recueillies par Johan Poulard. Je pense mettre en avant que cette île est différente des autres, que sa culture est différente, qu'elle peut attirer des jeunes, des familles, que l'on y retrouve pas seulement des belles plages ensoleillées, mais que sa population est authentique et l'accueil est sympathique. J'espère apprendre beaucoup de l'île, du paysage, de la population locale et de sa dimension culturelle et de montrer aux Allemands comme l'île est belle. Je me suis permis d'insister auprès d'eux sur l'attente que nous nourrissions de ce qu'ils soient pour nous un relais auprès de leurs compatriotes allemands pour nous faire connaître et pour mieux nous aider à participer à la grande aventure européenne, puisque nous sommes les seules îles, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barth, nous sommes les îles européennes de la Caraïbe. Si nous arrivons à tourner autour de 2 ou 3 000 touristes qui viennent dans nos structures hôtelières, qui viennent d'Allemagne, ce sera déjà pour nous suffisamment significatif. Place au sport et parlons de pêche avec la 27e édition du tournoi de pêche sportive de la Martinique qui a commencé aujourd'hui. Durant une semaine, des pêcheurs de la Barbade, Grenade et Sainte-Lucie affronteront nos locaux pour avoir la plus belle prise. José Le Chertier était à leur côté hier soir et a pu capter la bonne ambiance sur l'eau. Regardez. Au départ, tout semble calme. Rien ne laisse présager que les 14 embarcations participent à un tournoi. C'est la bonne ambiance, c'est l'heure de bichonner les bateaux et si tout le monde se connaît, la compétition est tout de même bien ancrée dans les esprits. Nous avons des amis qui arrivent de Barbade et de Trinidad de partout. Il y en a moins de Trinidad cette année. On ne sait pas trop pourquoi, par rapport au temps peut-être. Hein. Mais c'est une ambiance que nous avons. On se connaît pratiquement tous. De toutes les façons, c'est parce que nous sommes copains, que nous ne sommes pas sur l'eau des adversaires. Depuis 2-3 ans, nous faisons premier ou second à Barbade. Mais chaque fois, enfin... Mais cette année en Martinique, nous sommes prêts. Pour gagner, c'est tout. Nous sommes venus ici pour gagner la compétition. La compétition sera rude, mais il faudra aussi compter sur le plus jeune, Nathan. Le vainqueur de la précédente édition, il a raflé toutes les distinctions. Premier pêcheur, premier Willy's, premier junior. Pour atteindre ce résultat, cette graine de champion a pêché les poissons à rostre, marlins, espadons voilés et les a relâchés. Cette année, il n'est plus junior, mais le jeune garçon n'est pas du tout inquiet. Ça me fait pas peur, ça me fait pas peur. J'ai pu battre les plus grands l'année dernière, je pourrais les battre encore. Mais bon, d'abord, c'est de s'amuser l'important, surtout. Et puis après, le classement, c'est après. Il a appris avec nous, il a appris avec les aînés. Et par contre, vous savez, j'aurais aimé que beaucoup de Martiniquais soient comme eux. Parce que juste une petite parenthèse, j'ai fait le tournoi de Barbade. Il fallait voir le nombre de jeunes qui pêchaient. Et ça, c'est la relève. Les femmes ne sont pas oubliées. Si elles sont peu nombreuses, elles ne sont pas en reste. Le tournoi fait que quand on prend la canne, il faut aller jusqu'au bout du combat. C'est un véritable combat. Le poisson a toujours autant de chances de gagner que le pêcheur a la chance de le ramener. De 60 embarcations dans les tournois de la Caraïbe à 15 sur cette 27e édition, le constat est flagrant. Si on se déplaçait plus dans les tournois internationaux, ils nous auraient rendu l'appareil, vous voyez, parce qu'ils disent
You support me, I support you. Vous voyez? Et aujourd'hui, bon, c'est vrai comme notre seul, peut-être, comment dirais-je, regret, c'est qu'il n'y a pas d'équipage trinidadien. Nous avons quand même une flotte de qualité et nous avons des bateaux de la Caraïbe qui sont revenus et qui sont présents et qui restent fidèles à notre tournoi. Le Bimini Start a été donné ce matin à 7h de la Pointe Borgnès. Chaque jour, 2 récompenses seront attribuées, celui du meilleur bateau et celui du meilleur pêcheur. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. En bref, un arrêté municipal de la ville du Carbet interdit l'accès au ponton de Grand'Anse. Une mesure prise en raison de la nette dégradation du plancher, ce qui pose de gros problèmes de sécurité pour les utilisateurs. L'arrêté restera en vigueur jusqu'à complète réfection du ponton et toute infraction qui sera constatée et poursuivie conformément aux lois en vigueur. Le carnaval 2018 se prépare. La ville de Fort-de-France convie toutes les associations et organisations carnavalesques de la Martinique à une grande réunion d'information demain à 18 h dans la salle de délibération au 6e étage de la mairie. Vu l'importance de cette rencontre, la présence de toutes les associations est vivement souhaitée. Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 05 96 71 76 et 32. Enfin, pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain, un camion de l'EFS sera stationné de 9 h à 14 h sur le parking du centre commercial La Galeria face aux fleuristes. Et comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9 h à 16 h à la maison du don au CHU Pierre-Zop d'Akitman au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais restez avec nous, on se retrouve tout de suite avec Check PIA. À tout de suite.